Aujourd'hui, on va parler de labels de certification dans l'architecture, dans les projets de quartier par exemple. Et en fait, pourquoi on doit se faire labelliser, à quoi ça sert et dans quel contexte c'est vraiment utile. Pour en savoir plus, aujourd'hui, on accueille Sarah, la directrice d'un label d'une certification, la certification SID. Et on va déjà découvrir pourquoi et comment on devient directrice d'un label. J'ai commencé mes études en architecture et urbanisme, donc je suis architecte de formation. Ça faisait 12 ans que j'exerçais à Genève, mais un peu sur des projets partout en Suisse et à l'étranger. Et après, j'étais aussi directrice d'un département d'architecture pour une entreprise anglo-saxonne qui travaille dans l'immobilier et qui fait du project management. Et là, j'ai vu que c'était difficile d'intégrer en fait les aspects de durabilité dans les projets, de vraiment pouvoir convaincre depuis l'intérieur que c'était quelque chose qui était plutôt difficile si on ne cible pas vraiment ça comme une prestation à part, en quelque sorte. Et donc, j'ai décidé de me former encore plus dans le développement durable pour la construction. Donc, j'ai fait le Transition Workshop à Genève en 2020 avec la Fondation Braillard. C'était le premier qu'ils avaient lancé à l'époque, et aussi un CAS dans la construction durable pour voir un peu côté suisse alémanique aussi qu'est-ce qui est enseigné, où est-ce qu'on est aussi dans la compréhension globale de la durabilité, du développement durable. Et donc ça m'a poussé de vraiment aller plutôt dans le conseil, dans l'approche holistique plutôt des projets. Et donc, ce poste de diriger une certification holistique, c'était quelque chose qui tombait justement au bon moment pour dire ça c'est vraiment maintenant le chemin à prendre. Partie 1. Maintenant, on va voir pourquoi on doit faire labelliser son projet. Au final, à quoi ça sert? Je pense de manière générale sur les labels. Peut-être c'est un label, c'est toujours quelque chose qui pousse un peu plus loin que le cadre, je veux dire, légal, voire normatif. Donc c'est quelque chose qui est toujours intéressant de voir. Déjà, des fois, c'est demandé pour certaines grandes entreprises, par exemple, de pouvoir s'installer dans un bâtiment, d'avoir un label, parce que ça répond à leurs critères pour le portfolio, en quelque sorte. Où est-ce qu'ils ont leur siège, où est-ce qu'ils ont leur bureau. Donc c'est déjà quelque chose qui répond déjà à des critères, peut-être au niveau de durabilité pour une entreprise. Si c'est ça, donc ça rend normalement les immeubles aussi plus attractifs. Et c'est aussi surtout la volonté de faire un pas de plus. On sait que modifier une loi ou faire modifier une norme, ça prend un peu plus de temps. Donc les labels essaient toujours de pousser un peu plus loin le marché pour qu'on ait aussi des innovations et qu'en fait le marché il va aussi s'adapter pour répondre à certains critères, donc d'aller de plus en plus loin, parce que normalement, la politique ne va pas demander quelque chose qui ne peut pas se réaliser directement avec les moyens qu'on a. Partie 2. Comment choisir le label qui correspond le mieux à son projet? Je pense au niveau des labels, bon déjà il y a plusieurs labels et il y a plusieurs échelles pour les labels, donc notamment dans la construction on peut plutôt parler de labels à l'échelle du bâtiment et d'autres labels qui sont à l'échelle du quartier. Donc déjà là, on sait que dans quel label il faut un peu regarder un peu plus loin pour choisir le bon label, par exemple pour son bâtiment. Est-ce que c'est de la transformation? Est-ce que c'est un bâtiment neuf? Et après, ça dépend aussi des ambitions qu'on se donne pour choisir un label. Donc c'est clair que là, c'est toujours bien d'être conseillé avec une personne qui connaît les différents labels qui sont à disposition sur le marché. Et après, comprendre aussi le système avec quel label on veut travailler. Est-ce qu'on veut avoir un accompagnement plutôt très proche, ou est-ce que c'est un institut de certification qui fait le label, qui fait le travail? Donc comprendre un peu comment ça se déplie aussi à travers le projet, et aussi comprendre comment en fait ça s'est traduit après aussi après la livraison. Parce qu'on peut avoir un label continu, on peut avoir quelque chose qui va vivre dans le temps, où je peux toujours intervenir, où je peux avoir un monitoring. Il y a des labels qui vont vous permettre d'obtenir une sorte de tampon
pour dire on a fait le travail, c'est le bâtiment qui est fourni, il correspond à ça. Et à ce moment-là, c'est l'obtention du label, vous avez votre certificat et c'est fini. Donc, c'est aussi, selon l'opération, c'est clair qu'un maître d'ouvrage qui va aussi peut-être exploiter son bâtiment, il est plus intéressé aussi d'aller plus loin. Mais ça peut aussi être une demande de celui qui va exploiter le bâtiment, d'avoir vraiment un suivi régulier et de pouvoir aussi améliorer au fur et à mesure par la suite. Donc, c'est vraiment définir ses objectifs avant, être assez précis dans ce qu'on souhaite et ce que c'est à vivre aussi après la construction. Et par rapport à ça, on pourra établir quel label se rapproche le plus de nos besoins du projet. Oui, c'est ça. Et à quel point on veut être accompagné et qu'est-ce que ça signifie aussi pour les mandataires. Partie 3. Comment le label SEED, justement, se démarque par rapport aux autres labels, aux autres certifications? Quelles sont ses spécificités et peut-être sa vision et dans quel type de projet c'est vraiment intéressant d'utiliser le label SEED pour faire certifier son projet? Je pense que déjà, on parle plutôt d'une démarche, donc c'est vraiment cet accompagnement, ce côté de rassembler les acteurs autour d'un plan d'action de durabilité, donc définir les moyens dans le contexte du projet pour réaliser le projet et aller de l'avant. Donc des moyens qui sont déployés dans les différentes phases, bien évidemment, jusqu'en exploitation. Et après, suivre aussi les utilisateurs du quartier dans la phase d'exploitation. Ainsi que les régies, les propriétaires dans ces démarches. Et on met aussi en place un système de trésorerie de quartier pour le quartier. Donc il y aura aussi un moyen d'obtenir des fonds pour réaliser des projets et continuellement pouvoir s'adapter au changement climatique parce qu'aujourd'hui on ne sait pas encore quels sont les besoins dans 5 ans, 10 ans dans un quartier pour bien vivre. Et donc là on met en place aussi un système financier pour pouvoir absorber aussi des besoins, mais aussi créer un lien social avec des activités du quartier qui sont du coup couverts par cette trésorerie. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, au niveau du label, c'est vraiment cet accompagnement, c'est vraiment ce côté démarche, de pouvoir être très proche des acteurs du quartier, et ça tout le long du processus de la planification, conception, jusqu'en réalisation et exploitation. Oui. Donc notre label, c'est vraiment une certification pour des quartiers. Donc l'échelle bâtiment est traitée au sein de la certification, mais on ne va pas uniquement certifier un seul bâtiment. Ce qu'on recherche, c'est vraiment aussi une mixité fonctionnelle, donc pas que de l'habitation, qu'on a plus de fonctions aussi au sein du quartier pour justement réduire aussi les déplacements, et aussi une mixité sociale qui est donnée par le quartier. Donc ça, du coup, on a aussi des quartiers qui sont peut-être plus du côté administratif, avec peu de logements, mais on a aussi des quartiers qui sont exactement l'inverse, avec beaucoup de logements, mais aussi de l'administratif ou d'autres équipements publics. Donc c'est un peu cette recherche de la mixité qu'on a. C'est moins important, c'est forcément la taille. Donc il faut plusieurs bâtiments, bien évidemment, plusieurs parcelles pour créer un quartier. Mais c'est plus cette mixité et aussi les surfaces qui sont à disposition pour réaliser aussi un impact sur la biodiversité, avoir aussi des modèles de mobilité qu'on peut installer, donc des systèmes de mobilité qui servent au quartier, qui vont en fait permettre de bien connecter le quartier. Donc ce qui sera par exemple pas possible, c'est de créer un quartier nulle part où il n'y a pas de connexion à un réseau de transport public ou de mobilité douce, où ce sera difficile de se déplacer du quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui est en soi pas possible parce que ça ne peut pas être un quartier durable si je ne peux pas couvrir le côté mobilité. Partie 4. Ok, maintenant j'ai potentiellement choisi un label qui correspondrait à mes objectifs, mais maintenant comment ça se passe pour le mettre en place? Je pense que la première question, c'est toujours est-ce que j'arrive à obtenir déjà sur la base que j'ai un label. Donc nous, on fait une analyse de prérequis. On regarde que si dans l'état où on a par exemple les parcelles ou le projet ou le règlement aussi communal ou cantonal, est-ce qu'on peut réaliser un projet durable? Donc ça, c'est la première analyse qu'on fait. Est-ce que le projet tel qu'il est aujourd'hui ou au moins les parcelles peuvent devenir un quartier durable? Donc là, on va notamment vérifier les grands paramètres comme par exemple aussi
les règlements, mais aussi la mobilité. Comment c'est desservi? Est-ce que là, on peut augmenter quelque chose? Donc ça, c'est notamment avec l'acteur comme la commune, on peut discuter si on peut augmenter, par exemple, des cadences de bus, etc. Donc cette analyse de prérequis donne déjà certaines recommandations pour le quartier. Donc on sait déjà ce qu'on doit réaliser ou négocier. Et après, on peut aller de l'avant pour regarder d'intégrer les différents critères. Donc la question qui est peut-être le plus posée, c'est qu'est-ce que ça me coûte de plus, la durabilité? Donc on aimerait bien avoir un 5% ou un 10%. C'est beaucoup plus complexe. Parce que le plus j'intègre en amont certaines certitudes de qu'est-ce que je vais réaliser dans mon projet. Je l'ai déjà dans les appels d'offres, je l'ai bien décrit, c'est déjà compris par les mandataires. Ça veut dire que j'obtiens aussi un prix du marché qui ne veut pas dire que plus tous les plus-values, si je change en cours de route, l'ambition et je veux devenir plus durable. Donc aujourd'hui, on a souvent la comparaison entre un projet, je veux dire standard, qui correspond aux lois, aux normes, et un projet durable. Mais je ne peux pas vraiment le comparer de cette manière-là, parce que ça veut dire que je dois aussi regarder est-ce que ça coûte autant d'entretien, est-ce que je ne fais pas des économies par la suite. Et aussi, si je l'intègre en amont, je ne peux pas comparer un projet si je commence avec un projet standard. Aujourd'hui, souvent, on a fait l'exercice de comment je le transforme pour qu'il devienne durable. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on change complètement nos pratiques et on va d'office construire un projet durable qui ne va pas peut-être suivre le même chemin qu'un projet standard tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais la construction a toujours évolué et a toujours changé les manières de faire. Dès qu'il y avait un nouveau produit, tout un marché s'est adapté à un nouveau produit, donc il y avait toujours ce constant changement. Donc aujourd'hui, on est exactement à cette charnière-là. Il faut un changement pour pouvoir dire qu'on construit maintenant avec d'autres moyens et on change nos pratiques. Comment ça se passe un peu une fois qu'on a défini un label, par exemple le vôtre, CID, comment ça se passe une fois que le projet commence? Donc déjà, il y a des labels qui sont différents. Par exemple, il y a des labels qui demandent qu'on met en place des moyens et il y a des labels qui demandent qu'on obtient des résultats. Donc ça, c'est déjà différent. Est-ce que si je mets tel ou tel moyen en place, par exemple, je gagnais des points dans la labellisation, ou est-ce que le projet se définit soi-même ses moyens et obtient après des résultats. Donc ça, c'est déjà des variantes différentes au niveau des labels sur le marché. Après, il est toujours plus facile de choisir très en amont quel label on veut suivre. On peut déjà même commencer, par exemple, à l'échelle du quartier. On accompagne aussi des communes pour, par exemple, préparer des plans d'affectation. Ça permet de déjà avoir en fait les bases pour pouvoir après certifier un quartier ou pas. Et ça peut être intéressant parce que déjà on a mis les bases. Ça ne veut pas encore dire qu'on va poursuivre avec un label, mais ça permet déjà de préparer le terrain. Donc le plus en amont je choisis le label, le plus je sais quels sont les critères. Donc ça permet aussi aux mandataires d'intégrer en fait les justificatifs qui sont nécessaires, donc aux planificateurs, aux ingénieurs, à tous, d'intégrer ça aussi dans le mandat, d'avoir pas des plus-values, mais d'avoir quelque chose qui est global, compris dedans. Ouais. Et il y a aussi quelque chose sur lequel on se met, en quelque sorte, on se fixe aussi le fil rouge qui va accompagner le projet. Donc on sait déjà quelles sont les attentes, donc déjà les attentes, les ambitions du maître d'ouvrage, mais on sait aussi ce qu'on doit réaliser. Donc par exemple au niveau des choix des matériaux, ça induit aussi les épaisseurs des murs, ça explique les systèmes de construction qu'on doit choisir. Et le plus en amont je peux intégrer ça dans les réflexions, le plus j'ai moins à revenir en arrière dans le projet. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'au bout d'un moment, c'est notamment si j'intègre ces objectifs-là, je dois peut-être mettre un peu plus d'effort dans les phases préliminaires, mais après j'ai quelque chose où je sais exactement où je vais et comment le réaliser. Donc ça c'est un peu, et nous on propose par exemple un accompagnement avec une personne qui est formée pour accompagner aussi les mandataires et le maître d'ouvrage et aussi la commune dans ce processus. Partie 5.
Et l'avenir des labels, c'est quoi? Quelle est la vision de Sarah là-dessus? C'est une constante évolution et c'est surtout, si vous me posez la question des labels, le souhait, ça sera qu'au bout d'un moment, tous les labels peuvent disparaître parce que le cadre légal, il est arrivé à ça. Donc aujourd'hui, on ne pourra plus construire qu'avec les ambitions des labels aujourd'hui. Ce sera parfait, mais par contre, ça veut dire que le cadre légal doit aussi pouvoir agir de manière agile. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le rôle des labels de pouvoir toujours pousser un peu plus loin, de regarder qu'on peut toujours rester innovant aussi dans ce qu'on propose et surtout de pouvoir aussi intégrer dans les projets des nouvelles innovations qui viennent de la recherche ou de la pratique. J'espère que cette interview t'a permis d'y voir un peu plus clair au niveau des labels, dans quel cas c'est intéressant et pourquoi se faire labelliser son projet. Si tu souhaites voir d'autres interviews dans cette thématique, abonne-toi. En attendant, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et ciao!